La bataille de Nicopolis, livrée du 25 au 28 septembre 1396, opposant les troupes ottomanes dirigées par leur sultan, Bayezid Ier, contre une coalition de croisés dirigée par le roi Sigismund de Hongrie. Elle est connue pour être l'une des plus grandes batailles du Moyen-Âge européen, et également c'est l'une des plus connues. Avant de parler de la bataille de Nicopolis, parlons d'abord du contexte qui va mener à celle-ci. Comme nous l'avons vu lors de la précédente vidéo, cela fait déjà quelques années que les Ottomans sont implantés dans les Balkans et qu'ils battent à peu près tous les princes locaux, que ce soit les Serbes, les Bulgares, les Valaques, également les Byzantins. En parlant d'eux, tiens, eh bien, la guerre civile que j'avais un peu teasée lors de la précédente vidéo a éclaté. Et un conflit interne entre deux dynasties byzantines, les Paléologues et les Cantacuzènes, a dégénéré en guerre civile. Malgré que, vu la faiblesse des territoires occupés par les Byzantins, la guerre civile se joue surtout entre les murs de Constantinople. Les Ottomans en profitent donc pour envahir quelques territoires des Balkans, pendant que les Byzantins, eux, restent affaiblis par cette guerre civile. Et sous la direction de Bayezid, le nouveau grand sultan que nous avions vu à la vidéo précédente, eh bien, ils asservissent la Bulgarie et la Serbie, dont l'assujettissement va être définitif en 1459, comme nous l'avons vu. Face à cela, les Byzantins, les Hongrois et le pape demandent l'organisation d'une croisade pour repousser les avancées ottomanes. C'est alors que des Français, des Allemands, des Valaques, des Transylvains répondent à l'appel, ainsi qu'un petit contingent de chevaliers hospitaliers venus tout droit de Rhodes. C'est ainsi que la croisade va peu à peu se rassembler, avec une disparité au niveau des pays et des nations représentées assez importante. On a des Hongrois dirigés par leur roi, Sigismund. On a des seigneurs français comme Jean sans Peur, duc de Bourgogne. On a également le grand maître de l'ordre des Hospitaliers qui est là, Philibert. Sans oublier moult seigneurs balkaniques comme Mircea, prince de Valachie, mais également des seigneurs du Saint-Empire romain germanique comme Henri de Bar. En bref, une coalition européenne pour aller lutter contre les Ottomans, qui eux sont dirigés par Bayezid Ier, leur sultan très énergique et un militaire et un général hors pair, ainsi que Stefan Lazarevitch, prince serbe mis en place après la mort de notre cher Lazare et qui est un vassal des Ottomans. En tout, pour ce qui est des forces en présence, on compte entre 10 000 et 20 000 croisés contre 9 000 à 16 000 Ottomans. C'est en juillet 1396 que les diverses forces croisées font leur jonction à Buda en Hongrie. Là, les Hongrois et les princes balkaniques, habitués des tactiques et stratégies ottomanes, proposent une stratégie défensive sur le Danube afin d'affaiblir l'armée ottomane et ensuite potentiellement envisager une offensive en territoire ottoman. Mais il y a un problème. Les chefs croisés occidentaux, les Français en tête, n'en ont que faire. Dans leur mystique de la chevalerie avec honneur et courage et tout un point, et en plus avec le souvenir de la première croisade qui est encore vivace chez eux, eh bien, ils disent qu'ils veulent conquérir la Turquie, aller jusqu'à l'Empire perse et pourquoi pas, éventuellement aller reprendre Jérusalem,
en supplément, ce serait pas mal. En tout cas, les mecs sont pas non plus extrêmement forts. En géographie, ça se voit. En conséquence, les Hongrois, qui sont les moins nombreux, eh bien, acceptent les velléités des chefs croisés occidentaux. Ce qui fait que, durant le mois de juillet, eh bien, les croisés vont s'enfoncer en territoire ottoman et prendre plusieurs villes, comme Vidin. Également, il va commencer à y avoir une certaine méfiance entre les Français et les Hongrois en tête. Alors déjà, l'affaire de la stratégie à Bouda n'avait pas non plus arrangé les choses, mais en plus, s'est rajouté à cela, après la prise de Vidin, une sombre question d'otages mal répartis, qui n'a fait qu'empirer les choses. Mais, malgré tout, les croisés continuent leur route vers Nicopolis, qui est leur premier objectif majeur. C'est à ce moment-là que Bayezid apprend la venue des croisés. Ça fait déjà quelques mois, mais c'est une autre époque, il n'y a pas encore internet, et les nouvelles ne circulent pas aussi vite qu'aujourd'hui. Et c'est ainsi donc qu'il va rassembler l'armée ottomane, qui est très rapidement mobilisable étant donné son système de corps, assez moderne pour l'époque. Arrivés à Nicopolis, les croisés, eux, engagent un long siège afin d'affamer la garnison, car les Hongrois, les Valaques, les Transylvains et tous ces princes des Balkans, étant donné qu'ils étaient partis sur une stratégie défensive, ils n'avaient pas prévu une stratégie offensive. Donc ils n'ont rien prévu au niveau des armes de siège, et ni même au niveau de la logistique. Donc, le seul moyen de prendre une ville comme Nicopolis, qui est tout de même assez impressionnante au niveau des fortifications, c'est de l'affamer. Ainsi, pendant des semaines, les chefs se vautrent dans le faste, pendant que la troupe, elle, ne peut pas s'offrir les mêmes frivolités. Et en plus, Bayezid, lui, qui voit l'armée croisée, qui ne bouge pas et qui reste assiégé à la ville de Nicopolis, il part attaquer tout simplement la force croisée. Sauf que les chefs, eux, refusent de croire à l'arrivée prochaine de Bayezid, malgré les rapports de la reconnaissance hongroise. Bon, c'est peut-être un conflit personnel. Malgré tout, Bayezid, qui assiégeait Constantinople, arrive vite sur les lieux, même plus vite que ce qu'avaient prévu les personnes de la reconnaissance hongroise. Seul Sigismund reste alerte et se prépare pour la bataille. Pendant que les chefs croisés, en premier lieu les Français, eux, continuent de ne pas croire en l'arrivée prochaine des Ottomans. Maintenant que nous avons parlé du contexte, parlons de la disposition des armées avant la bataille. Déjà, à l'annonce de l'arrivée de Bayezid, les croisés sont affolés, car ne pas croire à l'arrivée du grand méchant pendant des jours et des jours, ça fait que la discipline s'est largement relâchée. Certains boivent, mangent, certains sont déjà sous. Mais Sigismund arrive quand même plus ou moins à organiser ses forces disparates en plusieurs batailles. Tout d'abord, les Français à l'avant-garde, honneur chevaleresque oblige. Sur les flancs, les troupes balkaniques, composées des Transylvains, des Valaques, de révoltés bulgares également. Au centre, tout le reste des forces croisées, Hongrois, Germains et les Hospitaliers également. Du côté ottoman, l'ordre et la discipline règnent. L'avant-garde est composée de l'élite de l'armée, les janissaires, qui ont déjà fait des miracles à la bataille précédente, je le rappelle. Qui cache les pieux. À l'arrière,
d'une colline le reste de l'armée ottomane, composé de la cavalerie et des différents corps d'infanterie plus légers. C'est ainsi qu'en fin de matinée, la bataille est engagée. Tout d'abord, notre chevalerie française, composée de la fine fleur de la noblesse, charge, emplie de courage dû au code de la chevalerie. Et ils chargent avec succès et défont l'infanterie et la cavalerie ottomane qui leur sont opposés. Les archers placés derrière essayent bien de les clouer au sol. Et les pieux sont aussi censés les ralentir. Mais les chevaliers français n'en ont que faire. Face à cela, tout simplement, ils descendent de leur cheval, prennent épée dans la main et chargent les archers, qu'ils défont facilement, et continuent d'avancer inexorablement. Arrivés en haut de la colline, une surprise les attend, puisqu'ils tombent sur tout le reste de l'armée ottomane, qui les entoure et les massacre jusqu'au dernier. Tous les chefs français sont alors soit capturés, soit tués. Sigismond, lui, voyant la situation tourner à la catastrophe, tente de sauver les chevaliers français. Mais à l'arrivée de la cavalerie lourde serbe sur les flancs, il comprend que tout est perdu et il s'enfuit avec des hospitaliers et le reste de l'armée sur le Danube. Puis, il retraverse quelques jours après le Danube grâce à l'arrivée d'une flotte vénitienne. C'est ainsi que se termine piteusement cette croisade et cette bataille. Maintenant, quelles sont les conséquences après la bataille? Déjà, Bayezid, pour se venger des massacres et des pertes qui ont été perpétrées sur le chemin par les troupes croisées, il fait massacrer 3000 prisonniers, sauf bien sûr les plus riches, dont on attend une rançon, qui est, dit-on, exorbitante. En Europe, le choc est total. Et au lieu de se remettre en question, les cours européennes accusent les Balkaniques et les Hongrois de la débâcle, les accusant de lâcheté et de n'avoir pu sauver la chevalerie française. Mais cela n'empêchera tout de même pas Sigismond, roi de Hongrie, de se faire élire quelques années après empereur de Saint-Empire romain germanique. Au final, cette défaite marque la fin de l'esprit de croisade en Occident, sauf en Ibérie, qui se trouve en pleine reconquista. Et pour ce qui est de nos amis ottomans, eux, tout auréolés de leur victoire, ils peuvent tout d'abord continuer le siège de Constantinople, mais également revendiquer la pleine puissance sur tout le monde musulman. Ce qui ne va pas plaire à un certain Timur-Lenk, mais ça nous le verrons après. Et puis, en plus, étant donné que les Ottomans ne sont plus inquiétés par quelconque coalition de croisés qui pourrait se former à l'avenir, ils peuvent blober comme ils le veulent dans les Balkans. Bref, c'est un succès total pour les Ottomans et pour Bayezid. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé et écouté. Et je vous dis à la prochaine pour la bataille d'Ankara.